Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est en fait assez vertigineuse. Comment ça se fait qu'on peut être excellent pour faire quelque chose, mais complètement incapable d'expliquer comment on le fait? Pour explorer ça, on a mis sur la table un monument. Jean Piaget et son livre La prise de conscience. Oui, et c'est un livre incroyable. Nos sources, donc, ce sont les expériences que Piaget et son équipe ont menées avec des enfants. Des expériences toutes simples en apparence. Tout à fait. Marcher à quatre pattes, lancer une balle. Et pourtant, elles révèlent un fossé. Un fossé immense entre ce que notre corps sait faire, ce qu'il appelle l'intelligence pratique. Et ce que notre esprit arrive à en comprendre. C'est exactement ça. Et le mot fossé est important. Pour Piaget, ce n'est pas juste un petit décalage, c'est un gouffre. La prise de conscience, comme il dit, c'est pas du tout une illumination soudaine. Ce n'est pas un miroir de l'action. Non, pas du tout. C'est un processus actif, une vraie reconstruction. Il utilise le mot conceptualisation. Et il montre une loi quasi universelle. Cette reconstruction, elle va toujours de la périphérie, La périphérie. c'est-à-dire le but qu'on vise, et le résultat qu'on obtient, vers le centre. Et le centre, c'est le mécanisme intime de notre propre action. D'accord, de la périphérie vers le centre. J'aime beaucoup cette image. On est d'abord conscient de ce qu'on veut faire et si on a réussi. Bien avant de comprendre comment, au fond, on l'a fait. Pour rendre ça concret, on peut commencer par l'expérience la plus simple, non? Celle qui est presque absurde. Demander à des enfants de marcher à quatre pattes. C'est une action que leur corps maîtrise depuis des années. Qu'est-ce qui peut bien se cacher là-dedans? C'est ça, la beauté de l'approche de Piaget. Il prend le plus simple pour révéler le plus complexe. Alors, voilà ce qui se passe. La quasi-totalité des enfants, et des adultes d'ailleurs, marchent à quatre pattes avec un schéma croisé, En X. en X, voilà. La main droite avance avec le pied gauche, et puis la main gauche avec le pied droit. C'est le plus stable, le plus efficace. Le corps, lui, il le sait. Logique. Et donc, quand on leur demande de l'expliquer, Et c'est là que tout s'effondre. Les plus jeunes, entre 4 et 5 ans, sont incapables de décrire ce mouvement. L'exemple le plus frappant, c'est un petit garçon, PAU 4 ans et 7 mois. Il se déplace en X avec une coordination parfaite. Mais à l'oral, il est très sûr de lui. Il dit « On met les deux jambes et puis les deux mains attendez, il décrit un mouvement en Z, les deux mains ensemble, puis les deux pieds. ». C'est ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Son corps exécute un programme complexe et son esprit, au même moment, en invente un autre, beaucoup plus simplet, mais complètement faux. Complètement. Ce n'est même pas une approximation, c'est une fiction. Et ce n'est pas un problème de mémoire. Alors c'est quoi? C'est la preuve que l'action est pilotée par des schémas sensorimoteurs, automatiques, en dehors de la conscience. La conceptualisation, elle, la tentative de mettre ça en mots, elle obéit à ses propres règles. Et la première règle, c'est la simplicité. Ah oui, Un schéma en Z, main puis pied, ou même en N, main droite et pied droit ensemble, c'est plus simple à penser que la coordination croisée. Le cerveau choisit la facilité conceptuelle, même si le corps fait l'inverse. le modèle mental est donc complètement à la traîne. Mais est-ce qu'il peut venir perturber le geste? Ah, c'est là que ça devient fascinant. Parfois, oui, la théorie erronée prend le pouvoir. Piaget le montre avec ART, un enfant de 6 ans. Comme les autres, il marche en X, mais il est persuadé de marcher en N, côté droit puis côté gauche. Et à force de se l'entendre dire, en marchant pour l'expliquer, il finit par modifier son automatisme. Non. Syphis. Il se met à marcher en N de façon beaucoup plus maladroite, juste pour que son action colle à sa théorie. C'est incroyable. La conceptualisation a écrasé le savoir-faire. C'est ça. Ça me rappelle quand on apprend un sport, le tennis par exemple. Le prof dit « arrête de penser à ton geste, regarde la balle ». Et dès qu'on commence à décomposer dans sa tête, on rate tout. C'est une excellente analogie. C'est le conflit entre l'intelligence pratique, qui est rapide, intégrée, et la conceptualisation, qui est lente, analytique, parfois, oui, complètement à côté de la plaque. D'accord. Ça, c'est pour un mouvement que notre corps possède. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ajoute un objet externe? Un peu de physique. L'expérience avec la fronde, je l'ai trouvée absolument contre-intuitive. Elle l'est. Le dispositif est simple. Une balle au bout d'une ficelle, on la fait tourner, et il faut la lâcher au bon moment pour qu'elle atterrisse dans une boîte. La boîte est placée droit devant, disons à midi, sur un cadran d'horloge. D'accord. Les enfants, même très jeunes, dès 4-5 ans, ils finissent par y arriver. Par tâtonnement, leur système moteur s'ajuste.
Le succès pratique, il est là. Le corps a encore une fois compris. Mais la question c'est, est-ce que l'esprit a compris? Si on leur demande où ils ont lâché la balle. On s'attendrait à ce qu'ils aient une idée assez juste, non? Oui, peut-être une petite erreur. Mais ce que Piaget découvre est sidérant. Ils sont tous, systématiquement, convaincus de l'avoir lâché juste en face de la cible, à midi. Alors que physiquement, Physiquement, pour une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, ils la lâchent bien avant, vers 9 heures, pour que la tangente l'emmène vers la cible. donc non seulement ils se trompent, mais ils se trompent tous de la même manière et avec une certitude absolue. Une certitude totale. Piaget montre des dessins d'enfants. Il trace une ligne parfaitement droite entre le centre, le point de lâcher à midi, et la cible. Pour eux, c'est une évidence. C'est une sorte de logique interne qui prime sur la réalité. Une pseudo-logique, comme dit Piaget. Pour atteindre une cible en face, il faut lancer en face. Point. Cette idée est si puissante qu'elle déforme complètement la perception de leur propre geste, un geste qu'ils viennent de réussir. Le modèle mental est si fort qu'il efface la mémoire de l'événement réel. C'est presque inquiétant. Et ça dure jusqu'à quel âge, cette erreur? Très tard, il faut attendre 11-12 ans pour que la compréhension s'aligne avec l'action. C'est l'âge où il commence à intégrer intellectuellement la notion de trajectoire tangentielle. Ça montre bien que la prise de conscience, ce n'est pas une simple lecture du réel. Ça a nécessité des années pour reconstruire un modèle du monde assez sophistiqué pour accueillir ce fait. Ce thème de l'idée qui est plus forte que ce que nos yeux voient. Piaget le pousse encore plus loin avec une autre expérience, non luce, celle de la balle de ping-pong qui revient en arrière. Ah oui, c'est peut-être l'exemple le plus spectaculaire. L'expérimentateur lance une balle vers l'avant. Elle parcourt une certaine distance, s'arrête et revient vers lui. Le fameux effet rétro. L'effet rétro. Pour y arriver, il faut donner à la balle une rotation inverse au moment du lancer. Elle avance en glissant, mais tourne sur elle-même vers l'arrière. Puis la friction fait son effet et la rotation la fait revenir. Ok, la physique est assez subtile. J'imagine que les enfants, en essayant plein de gestes, finissent par trouver le truc. Mais l'explication, je m'attends aux pierres. Et vous avez raison. Vers 6-9 ans, ils y arrivent. Et ils prennent conscience d'une partie du geste, le mouvement de la main. Ils disent qu'il faut tirer la main en arrière au moment de lancer. Ça, c'est correct. C'est la périphérie. D'accord. Mais ils sont absolument incapables de voir la conséquence directe, la rotation inverse de la balle. Un enfant AMB, 8 ans, l'exprime parfaitement. Il dit « Si la balle tournait vers l'arrière en avançant, elle irait vers l'arrière. C'est une contradiction logique insurmontable pour lui. » Attendez. Il regarde le phénomène se produire et son cerveau lui dit non, c'est impossible, c'est extraordinaire. Et si on rend cette rotation évidente, avec une balle bicolore, par exemple? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et la réaction est encore plus belle. Un enfant de 9 ans, Nan, observe la balle bicolore, il voit très clairement la rotation inverse et il s'exclame désemparé. Mais comment peut-elle avancer? Le fait observable est en conflit direct avec son modèle du monde. Exactement. Et pour résoudre ce conflit, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des théories. Ah oui? La balle revient toute seule. Elle prend de l'élan pour revenir, ou même elle rebondit sur quelque chose d'invisible, n'importe quoi. N'importe quoi. Plutôt que d'accepter un fait qui brise leur compréhension du monde. Ils préfèrent une cause magique plutôt que de remettre en question leur théorie interne. C'est la leçon fondamentale, et la prise de conscience, ce n'est pas une photo du réel, c'est la construction d'un récit causal cohérent. Et tant que le fait perçu ne rentre pas dans le récit, il est ignoré, déformé ou expliqué par la magie. Jusqu'ici, on a parlé de gestes uniques. Mais comment ça fonctionne quand il s'agit d'une séquence d'action, d'un plan? Piaget a aussi regardé ça, oui, avec des problèmes de construction. Par exemple, on demande à des enfants de construire une rampe avec des planches et des supports. Le but, qu'une poupée aille d'un point A, au sol, à un point B, en hauteur. Ça demande une planification. Et qu'est-ce qu'on observe chez les plus jeunes? Une conscience complètement fragmentée. Ils se concentrent sur une seule action à la fois. Et ils perdent de vue le but global. C'est-à-dire? Un enfant peut se focaliser sur le point d'arrivée B et se mettre à construire une tour de blocs juste en dessous. Il oublie complètement qu'il faut partir du point A. Un autre va commencer un joli chemin horizontal depuis A, sans jamais penser à la nécessité de monter. Chaque action est logique, isolément. Mais la séquence, elle ne mène nulle part. Leur conscience est donc prisonnière de l'instant présent? Du maintenant je pose ce bloc, sans connexion avec l'avant ou l'après? Précisément.
La conscience porte sur l'action immédiate, son intention, son résultat. Ça tient, ça tombe. Ce qui est totalement absent, c'est la conscience du plan d'ensemble, de la stratégie. Le progrès, le vrai saut, c'est quand la conscience porte non plus sur l'action, mais sur l'organisation des actions. Et on le voit, ce moment de bascule. On le voit très bien. C'est quand un enfant, comme Bru, à un niveau plus avancé, est capable de verbaliser sa méthode. Il dit explicitement « il faut commencer par le bas, pas par la montagne, sinon on se trompe tout le temps ». Ah, À ce moment-là, il n'est plus seulement conscient de ce qu'il fait, il est conscient de comment il le fait. C'est une prise de conscience de sa propre stratégie. on passe de la conscience du quoi à la conscience du comment et du pourquoi. Voilà. Et c'est cette prise de conscience de la méthode qui permet de la corriger, de l'améliorer et surtout de la transférer à d'autres problèmes. Pour résumer un peu, ce que ces expériences nous apprennent, c'est que la conscience, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas un projecteur qui illumine nos actions. C'est un processus de reconstruction, lent, laborieux, qui part des résultats visibles pour essayer péniblement de remonter jusqu'au mécanisme caché de notre propre comportement. Et sur ce chemin, cette reconstruction est constamment déformée par nos théories naïves, nos logiques simplistes, et elle accuse un retard immense sur notre savoir-faire bien réel. C'est une leçon d'humilité assez profonde en fait. On associe toujours compétence et compréhension, mais Piaget nous montre que ce sont deux choses bien distinctes, qui évoluent à des vitesses très différentes. Si des actions qu'on maîtrise depuis l'enfance, comme lancer une balle, échappent si longtemps à notre compréhension, ça remet en question toute notre idée de l'expertise. Et ça nous laisse avec une pensée pour la route, dans nos vies d'adultes, dans nos métiers, nos passions, nos relations. Combien de nos compétences les plus précieuses reposent sur cette intelligence pratique, sur ce feeling, qu'on serait bien en peine d'expliquer clairement? Et que se passe-t-il vraiment quand on essaye de transmettre un savoir-faire qui, pour notre propre esprit, est encore, et peut-être pour toujours, une boîte noire?